Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous. On va commencer rapidement avec la première histoire. Bonjour, bonsoir, Mbolo Samba à tous et à toutes. Merci encore à toi DMG TV pour tous les efforts, voilà, quotidiennement renouvelés. Merci à vous également de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci pour la force, vraiment la force que vous nous donnez à nous qui venons vous raconter nos histoires. Donc aujourd'hui, l'histoire que je vais raconter, chacun va trouver son titre. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un homme riche qui vivait avec sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Et la petite sœur de la femme, elle vivait en province avec son fils. Elle avait un fils. Et son fils-là, il était très brillant à l'école, très intelligent. Donc, du CP jusqu'en terminale, il n'avait jamais trébuché en fait. Donc, une fois arrivant en terminale, il passe son examen de baccalauréat et il le gagne haut la main. C'est comme ça, son oncle qui est riche, qui vit à la capitale, téléphone sa petite sœur, pardon, que bon, envoie-moi Sébastien, je vais mieux l'encadrer ici. Je vais l'inscrire dans une bonne école parce qu'un élite comme lui n'a pas sa place en province. Voilà la petite sœur qui saute de joie. Merci Seigneur, oh, vraiment tu ne dors pas. Tu as enfin entendu mes prières. Je te rends grâce Seigneur, mon Dieu, merci, merci. C'est comme ça, au moment venu, le neveu retrouve son oncle à la capitale. Il est là, et sa tante aussi. Donc on l'installe tranquille, ils avaient les domestiques, ils ne vivaient qu'à deux. C'est comme ça. La vie est là maintenant, ça suit son cours. Quand la rentrée arrive, l'oncle n'inscrit pas le neveu. Donc, un trimestre passe. Les raisons qu'il donne au neveu, ce genre de raisons bidons, qui n'ont ni tête ni queue. Du genre, voilà, on va attendre encore, le dossier n'est pas encore vraiment, c'est pas vraiment ça. Je suis en train de faire les efforts là, au niveau du recteur de telle université et tout. En tout cas, ça va aller d'ici là, mon neveu. Le deuxième trimestre arrive. Ça fait déjà un semestre. Rien à faire. Le neveu est toujours là. Après, maintenant, c'est... Non, tu sais, toi, tu es violent, toi, mon neveu. Tu es très intelligent. Les élites comme toi, il n'y en a pas beaucoup ici en Afrique. Donc, ta place, c'est pas ici. Il n'y a rien, il n'y a pas une école, une université là qui peut te contenir tout ce que tu as dans la tête là. Hein? Voilà, donc, moi, je suis en train de préparer ton aller pour l'Europe. Voilà. Il faut que tu ailles là-bas chez les Occidentaux et confirmer que nous aussi, on a des machines chez nous. C'est pas ici, il n'y a rien pour toi. Ah, le neveu là, tout flatté, avec son espoir que non, tonton est vraiment magnifique. C'est comme ça. Toute l'année scolaire là, finie. Donc le neveu est là. Il sait que bon, certainement les vacances là, il va prendre son envol pour aller en Europe pour lui, poursuivre ses études. Donc c'est un jeune homme entre-temps. Ah, il sort un peu et il n'avait jamais mis les pieds à la capitale. Il avait toujours vécu en province. Donc il sort un peu, voilà, il se fait un peu des petits copains, voilà. Donc il commence maintenant à se lancer dans l'alcool. Donc il se met maintenant à boire. Il tendait déjà vers l'alcoolisme, quoi. C'est comme ça. Un jour maintenant, son oncle le fait asseoir dans son salon. Écoute-moi bien, mon neveu. Ta vie de débauche que tu veux commencer là, tu m'arrêtes ça. Tu es là maintenant à traîner dans les bars, les bistrots, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as vu un jour là-bas? Si c'est pour boire, la maison est là. Tu achètes tes bières? Tu viens boire, tu es là? Donc tu arrêtes. Je ne veux plus ça. Ah,
Le neveu, lui, il est poli, bien élevé. C'est un bon garçon. Il est là, il écoute son oncle. C'est comme ça maintenant. Ils sont là. Un jour maintenant, c'est l'oncle en question qui vient trouver le neveu. Sébastien? Oui, tonton. Viens, mon neveu. Alors, ça va? Qu'est-ce que tu veux boire? Non, te gêne pas. On est entre hommes. Oh, mais tonton, tu sais que moi, c'est mes bières? Non, laisse ça. Quand on est un homme distingué, on boit les vrais alcools. Tiens, là tu as par exemple tel liqueur, tel whisky et même du champagne. C'est ça. C'est pas vos conneries là. Allez, je vais te servir un verre. Chin chin, à la santé. Bois, mon neveu. Bois autant que tu veux. C'est ça un homme. Donc, quand le neveu boit, il fait boire le neveu jusqu'à le neveu tombe dans les vapes, les pommes, les ananas. Maintenant, en complicité avec sa femme. L'autre attrape une main là-bas. L'autre attrape une main là-bas. Pour le conduire dans sa chambre, il le jette sur son lit. Entre-temps, l'oncle, qui était dans sa mascarade, parce que c'était un grand logiste, il a déjà appelé ses éléments, que bon, la victime, elle est là, elle est prête là, elle va s'écrouler là dans quelques minutes. Vous pouvez déjà venir. Donc, une fois que Sébastien est sur son lit, KO, choc, ils viennent avec tous ces gens de la délégation là pour péder maintenant Sébastien. Donc Sébastien maintenant c'est leur bendel, ils lui font sa fête quoi. Maintenant le matin, quand Sébastien se réveille, c'est pas il a mal, il ne peut plus s'asseoir. Donc tu sens ils l'ont chauffé, c'est comme ça. Mais lui-même il a assis, plutôt il est là, il tourne à réfléchir que mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, je me rappelle les derniers instants, je buvais avec tonton au salon. Mais j'ai même fait comment pour me retrouver à la chambre. Mes fesses me font mal. Mon petit trou, c'est comment? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Il réfléchit, il ne se retrouve pas. Mais l'oncle et sa femme, ils font comme si de rien n'était. Maintenant, c'est comme ça, ils avaient maintenant pris l'habitude. Donc, chaque soir ou tous les 2 jours, c'était ça le calvaire maintenant que Sébastien vivait. Et à chaque fois, il ne se retrouvait pas. En fait, donc c'est l'oncle lui-même qui sert. Certainement, il mettait une substance comme la drogue, des trucs comme ça, et déjà l'alcool était très fort. Maintenant, parmi leurs domestiques, il y avait la femme de ménage. La femme de ménage qui est là toujours, quotidiennement, qui fait son ménage. C'est comme ça que la dame de ménage arrive un jour pour parler maintenant à sa patronne, quoi, la femme, la maîtresse des lieux. Madame, je ne comprends pas. À chaque fois que je fais le lit de Sébastien, il y a toujours un liquide gluant et du sang. Tu es venue ici pour regarder ou pour travailler? Pour travailler, madame. Alors, tu n'es pas bien payée? Si, madame. Donc tu la fermes. Contente-toi de ce pourquoi tu es là. J'espère que c'est clair. C'est bien clair, madame. Désolée encore. Allez, oust! Je t'ai assez vu là. Comme ça, la vie continue son cours et tout, c'était ça. Donc, à chaque fois, régulièrement, c'est ce que Sébastien subissait. Mais au réveil, il n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait. Jusqu'à il commence à tomber malade. Qu'est-ce qu'ils font? C'est seulement l'emmener à l'hôpital, genre. Là-bas, il y aura quoi? Les petits examens un peu, voilà. On prescrit les médicaments, les couches pour adultes, c'était ça. Et Sébastien, là, ne sortait même plus. Donc, il était maintenant là, cloîtré chez eux, là. Et entre-temps, il mentait à la mère de Sébastien, sa petite sœur, restée en province, que non, ça va. Oh, ma petite sœur, tu sais, Sébastien, il est fort, hein. Lui, là, c'est un prochain élément fort de ce pays-là qui arrive. Non, lui, je prépare sa route. C'est pas ici. Ici, là, il va faire quoi? Non. Donc, tout à l'heure, hein, je t'envoie quelque chose. Voilà, je te fais un dépôt de temps. Voilà, donc, vous restez bien là-bas, hein. Ok, bisous, bisous, on est ensemble. C'était ça. Maintenant, c'est la ménagère là qui m'avait raconté l'histoire. Parce qu'il fut un temps où elle avait dormi là-bas pendant 2 mois. Donc, elle gardait la petite fille de la femme. Parce que la femme, elle avait d'abord fait ses enfants avant de se rencontrer avec ce monsieur-là, l'oncle de Sébastien, avec qui elle n'avait pas eu d'enfant. Donc, dans ses enfants-là, il avait aussi sa petite fille là-bas. Donc, la petite fille est venue tout naturellement passer les vacances avec sa grand-mère, chez sa grand-mère.
Donc, c'est comme ça qu'elle avait proposé à la femme de ménage que, bon, je vais te doubler le salaire. Voilà, tu feras la nourrice pour ma petite fille qui était environ âgée de 2-3 ans, une petite. Donc, c'est comme ça que les 2 mois-là, elle restait là chez eux. Mais elle disait que non, à partir de même 21h, grand maxi, 22h, ils l'ont déjà envoyé au lit, la domestique en question. Oui, c'est bon, tu as fermé la bouteille de gaz, les lumières, tu as tout vérifié, la petite a mangé, ça va, elle dort déjà. Bon, ok, à demain. Hein. Voilà, tu boucles la chambre, ne sors plus au demain. Comme ça. Comme on dit toujours, un jour, elle avait su tout ce qui se passait. Donc, c'est comme ça. Après, ça fait déjà 1 an qu'elle a arrêté le travail là-bas. Parce que bon, elle s'est mise à la prière, elle est devenue une femme de prière. Donc, et la peur aussi des représailles, parce qu'elle en savait trop. Donc, tout ça là, elle a vu que non, je préfère seulement lever mon corps. Donc, ça fait 1 an qu'elle a arrêté de travailler là-bas. Sébastien, il est toujours dans son sort là-bas. On ne sait pas comment, mais en tout cas, c'est un peu ça que je tenais à vous raconter. Voilà. Merci encore de m'avoir écouté. Maintenant, la moralité de ça, c'est quoi? La moralité, dites-nous en commentaire la moralité. Commentez, 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 likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, merci encore. Gros bisous à vous. Et Mbolo Samba encore. À très bientôt. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Bon, voilà ce qui se passe. Rebonjour encore à tout le monde. Je suis une jeune Gabonaise, je suis une femme. J'ai 33 ans. Il y a une histoire quand même que j'aimerais partager avec vous. Lorsque j'avais, je pense, 3 ans, oui, 3 ans, parce que ça avait commencé, j'étais vraiment enfant. J'avais 3 ans. J'étais encore dans mon village, je suis d'Aoua, un village, le plus grand village, je dirais, le plus grand village du Gabon, parce que nous avons 4 kilomètres. Donc, notre village fait 4 kilomètres. Donc, alors que j'avais 3 ans, j'étais au village avec mes grands-parents, mes parents, mes tantes, tout le monde était là. Souvent, chaque soir, je voyais un homme rentrer dans la maison, vêtu d'une longue robe blanche. Enfin, le genre de vêtements que les musulmans importaient là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais le genre là. Il était vêtu d'une robe longue blanche. Et me tendait la main sans dire mot. Pour moi, c'était normal. Peut-être était-ce un jeu. C'est ce que je pensais, bien évidemment. C'était peut-être un jeu et tout le monde le voyait. Donc, 1 an plus tard, j'avais 4 ans. Je demande à ma grand-mère, mais pourquoi l'homme là, lorsqu'il vient souvent, il n'y a qu'à moi qu'il tend la main, alors qu'il y a beaucoup de monde dans la maison. Pourquoi il fait ça? La grand-mère me dit, c'est qui? Je dis, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je sais seulement que chaque soir, il vient là, il me tend la main, alors que je ne le connais pas. La grand-mère me dit, comment ça? C'est qui cet homme qui... Parce que moi, je ne vois souvent personne. Je dis, non, la grand-mère, tu peux me dire que tu ne vois personne, alors que moi, je vois cet homme-là tous les jours. Ça fait au moins 1 an qu'il vient là chaque soir. Et toi, tu me dis, tu ne le vois pas? C'est pas normal. Elle a alerté tout le monde de la maison. C'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, c'était pas normal. J'ai commencé à prendre peur. J'ai dit, mais je comprends pas. Si personne ne voit cet homme, pourquoi je suis la seule personne à le voir? J'ai sérieusement pris peur. Malheureusement, le soir arriva. Et comme d'habitude, il est encore arrivé. Parce que la grand-mère a dit, si il arrive, tu me fais signe. Il est encore arrivé. J'ai dit à la grand-mère, il est encore là-haut, il est encore debout, il me regarde encore, il me tend encore la main. La grand-mère a pris la machette. C'est quand la grand-mère prend la machette, mes tantes, maman, tout le monde prend les bâtons et tout, que je me rends compte que, oh, Seigneur, donc, c'est grave. Là, je suis rentrée dans ma carapace. Je suis devenue très peureuse. Malheureusement, ça ne s'est pas arrêté. Chaque soir, il revenait encore et encore et encore et encore. Je ne dormais qu'avec la grand-mère, je ne dormais plus avec les autres enfants. Parce que, bien sûr, il venait. Soit il venait quand les gens sont là, soit il venait quand les gens dormaient. Et j'étais, dans tous les cas, la seule personne à voir ce dernier. Bien heureusement, mon père était pasteur.
Il n'était pas là quand tout ça se passait. Lorsqu'il est arrivé, on lui a expliqué ce qui s'était passé. Il a prié pour moi. Je dois avouer qu'après j'ai arrêté de voir. Cet homme ne parlait jamais. Hein. Il venait seulement, se mettait debout au centre de la maison et me tendait la main. Sans dire quoi que ce soit. Des années plus tard, je pense 3 ou 4 ans plus tard, j'ai recommencé à voir des choses. Le compte, c'est que tout cela, je ne voyais pas ça étant endormi. Je ne dormais pas. C'était toujours étant lucide, assise, sans problème. Je ne dormais pas. Je pense 2 ou 3 ans plus tard, je vois... À l'époque, on avait encore des lampes tempête. Dans les lampes tempête, ça avait encore commencé, mais d'une autre manière. Je voyais 2 bonhommes verts dans chaque lampe tempête. 2 petits bonhommes verts. Avec comme une ombre verte dans une lampe. 2 ombres vertes. Ayant l'aspect humain. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était des silhouettes humaines en miniature, mais vertes. Vertes, désolé. J'en voyais dans chaque lampe tempête 2 vertes. Et là encore, c'était comme un jeu. Parce que dès que je voyais une lampe, je regardais une lampe, je regardais une autre, je regardais pour essayer un peu de faire le décompte. Sauf que c'était pareil. Pour moi encore là, c'était normal. Jusqu'à un soir, je dis à maman, mais maman, pourquoi il n'arrive jamais à 3? Pourquoi il n'arrive jamais à 4? Pourquoi il s'arrête toujours à 2? Bien parce qu'il y a seulement l'homme et la femme sur terre. On me dit, ah, qu'est-ce qui s'est encore passé? Tu as encore vu quoi? Je dis à maman, ah, c'est parce que je me rends compte que dans les lampes là, il y a toujours 2 petits bonhommes verts. Ils ne sont jamais à 3, pourquoi? Maman me dit quoi? Tu as recommencé. J'ai dit recommencer quoi, maman? C'est pas moi. Je vois seulement qu'ils sont à 2 dans des lampes et je sais pas pourquoi. Ils n'ont jamais chaud. Parce que moi, quand je veux toucher la lampe pour aller jouer avec eux, moi je me brûle. Eux, ils n'ont jamais chaud. Pourquoi? Maman appelle encore papa. Ah, ta fille, oh. Ça a recommencé. Encore une fois, on alerte tout le monde de la maison. Papa arrive, il fait ses trucs de pasteur avec de l'eau bénite et tout et tout. Les hommes sortent des lampes. Ils vont dans des... ils sont dans des murs, sauf que c'était plus des ombres en miniature, c'était de très grandes ombres. Genre, il n'y a que dans des films d'horreur que je vois souvent des trucs comme ça. Au mur, quand je vois qu'ils sortent des lampes pour aller au mur et que ça s'agrandit, c'est là où je pète un câble. Je dis, oh Seigneur, c'est quoi ça? Papa me dit, c'est quoi? Je dis, ça sort des lampes. Maintenant, c'est au mur et c'est grand. Papa me dit, c'est pas grave. Papa a commencé à prier, ça s'est arrêté. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Sauf que, ça s'est pas arrêté là. J'ai arrêté de voir des choses de manière physique. C'est parti autrement. Parce que c'est parti dans les rêves. Et parfois, je sais pas, on appelle ça paralysie du sommeil ou je sais pas comment on appelle ça. Mais il arrive que je dorme et étant endormi, je vois aussi des choses. Malheureusement, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont toujours des êtres pas vraiment humains. Pas vraiment humains. Je sais pas comment expliquer ça. Vraiment, je sais pas. À tel point qu'à un moment, j'avais du mal à dormir la nuit. J'avais peur de dormir la nuit. Je me souviens une fois, ma grand-mère m'avait emmené chez un pasteur habitant pour lui dire que je ne dormais pas la nuit parce que moi, la nuit, à partir de 19h30, 20h, je sors le linge pour laver, je sors les assiettes, je balaye la maison pour avoir le moins de temps possible de sommeil, pour ne pas avoir des choses pas bien. Malheureusement, je ne pouvais pas en parler parce que, vu ce que j'avais vécu déjà dans l'enfance, en grandissant, j'ai eu cette renommée de grande sorcière à cause de tout ce que je voyais. Donc, je souffrais en silence. Tout ce que je voyais, je gardais ça pour moi. Je ne pouvais pas en parler, de peur qu'on me dise encore, ah, tu as recommencé, ah, tu as recommencé, ah, tu as recommencé. Sauf que ça s'arrête, ça revient, ça s'arrête. Jusqu'à présent, parfois ça fait une pause, je peux faire une pause d'1 an, 2 ans.
sans refaire ces rêves-là, sans avoir de vision, sans voir quoi que ce soit. Après un bon matin ou un bon soir, ça recommence et là, encore une fois, je fuis le sommeil. C'est un peu mon quotidien. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre vit ça, si quelqu'un d'autre a vécu ça, je ne sais pas comment on peut arrêter ça. Ce qui est certain, c'est que je ne vois plus les choses physiquement, mais lorsque je dors, c'est vraiment pas joli. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir toute la communauté DMG. Ah, chère famille, c'est Ferrari depuis le Gabon. Et aujourd'hui, je reviens encore avec une histoire. Après la rencontre avec un esprit, je vous avais promis que l'arrière-grand-père, vous avez dit que l'arrière-grand-père de mon mari est en train de me raconter des histoires fantastiques, des histoires à couper le souffle. Et aujourd'hui, je suis encore venu vous raconter, partager ce plaisir, tirer les leçons. Voilà. L'histoire se passe au Gabon, à Port-Gentil. Et ça se passe à l'époque, hein. Ça fait très longtemps, à l'époque où l'arrière-grand-père de mon mari était encore un jeune homme. Ça peut être dans les années 1940. Je vous emmène avec moi en voyage. Les années 1940. Vous savez, on est en Afrique, hein. Et l'Afrique est un continent magnifique. Avec ses rites, ses coutumes, ses légendes. Ses histoires aussi mystérieuses. Et en Afrique, chez nous, précisément au Gabon, il y a eu l'âge d'or. L'âge d'or des Tchang. On appelle ça chez nous les Tchang. C'est-à-dire des êtres humains dotés de pouvoirs mystérieux qui donnent une force incommensurable, inhumaine. Il y avait des gens qui se battent et quand ils se battent, ils peuvent faire intervenir la foudre, le coup de poing du tonnerre. D'autres sont là avec des forces bizarres, la main du gorille, le dos de la tortue. Voilà, ces êtres-là. Vous voyez, il y a ça dans chaque pays d'Afrique, là. Un peu comme chez nos amis au Sénégal, là où il y a la lutte, là. Chacun vient avec sa force, souvent donnée par un marabout, par un sage, qui détient des pouvoirs, qui détient des connaissances. Il pouvait donner à quelqu'un la force de la panthère. Voilà, c'est ça. Donc, DMG, l'histoire se passe à Port-Gentil. Et ici, il y a une série de villages. À l'époque, il y avait des villages voisins, des villages qui se suivaient. Voilà, aujourd'hui, tu peux venir dans ce village. Après, tu fais escale, tu avances, et encore un autre, ainsi de suite. Au premier village, il y avait un jeune homme qui habitait là. À cette époque de l'âge d'or des Tchang, les villages étaient chauds comme ça. Les hommes africains étaient très forts. Au Gabon, à l'époque, ces guerriers étaient très forts. Le corps musclé, fort, courageux, avec des pouvoirs extraordinaires. Et là, au premier village, il y avait un jeune homme. On va l'appeler Koubou. Koubou, lui, il a eu le pouvoir de la panthère. Oui. Quand il se bat, les griffes, la force de frappe, la manière de sauter, de bondir de toiture en toiture, les arbres. Il a une force incommensurable. Alors il a commencé à s'affronter avec les autres guerriers du village qui avaient aussi des pouvoirs. Il a passé son temps à tabasser tout le village, casser la gueule à quiconque voulait venir se mettre sur sa route. Il a terrassé tous les autres détenteurs de pouvoir mystérieux dans son village. L'homme ours, l'homme avec la force du rhinocéros, le petit les a tabassés sérieusement. Il a vu que là, finalement, il n'y avait plus rien à faire dans mon village. Et il avait comme une soif de sang, une fraîche soif de sang qui venait de naître. Avec ses pouvoirs qu'il avait, sémant derrière lui le sang, les larmes, les corps. Il décide d'aller au deuxième village.
hein, affronter l'homme guépard. Lui aussi, il était très fort, reconnu dans les autres villages. À cette époque de légende, il n'y avait pas Internet. C'était le bouche à oreille. Les Africains savaient. Hein? Et là, c'était ta légende. Ta renommée te précède. C'était comme ça. Donc, il décide d'aller attaquer l'homme guépard. Au village après. Au deuxième village. Dès qu'il arrive là-bas, les bagarres commencent. Les coups, les pétards. Attaquer les autres habitants. Eux aussi réagissent. Puisqu'il y a aussi des détenteurs de pouvoir chez eux. Mais personne ne pouvait arrêter l'homme panthère. Koubou. Koubou par là-bas, il attaqué tout le monde jusqu'à là à la place publique. Dire que je veux voir le plus fort de ce village. L'homme guépard. C'est comme ça que l'homme guépard arrive là-bas. Casse. Bagarre incroyable. Entre les cris, les yeux en sang, la rage. Hein? La manière de bondir dans les arbres, les Africains sont là, les Port-Gentil, en train de regarder ces êtres fantastiques qui ont des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs qu'un humain doit avoir. On savait comment ça se passait, mais il fallait déjà un guerrier fort. Or, Koubou était fort. Allez au troisième village. Il a laissé derrière lui une mare de sang. Son nom le précédait. Qui pouvait parler dans les villages là? On sait qu'il y a Koubou, le jeune fougueux, qui lance des défis maintenant derrière lui. Quand il va dans un village, il rafle. Pareil pour le troisième village, l'homme éléphant. Oh, Koubou l'a allumé. Un homme respectable dans son village, qui a su défendre son village, il a été terrassé par Koubou. Sans aucune raison, parce que Koubou a une soif de sang terrible, l'homme panthère. Tu vois les autres petits autour là-bas, avec les pouvoirs des tessons. Hein, quand il te met un coup comme s'il faut qu'il te blesse, qu'il t'arrache la chair. L'homme gilette. Hein, il y avait des femmes, les femmes poison. Il y avait ces choses. Quiconque africain sait de quoi je parle. C'était comme ça. C'est comme ça que Koubou ne faisait que... Non, s'aimer la mort, la terreur partout où il passait. Lançant les défis, transformant tout ça vraiment en quelque chose de terrible. Tuant sur sa route les jeunes qui avaient des pouvoirs pour se battre. C'est comme ça qu'il arrive, je crois, au 4e village. Hein? Au 4e village. Et là-bas, chère famille, c'est Kakangonde qui avait qui tenait là le flambeau, qui était le sage, l'homme fort du village. Et Kakangonde, retenez bien son nom, c'est l'arrière-grand-père de mon mari. Alors lui, dans son village, c'est un village tranquille. Là-bas, les gens vivent de la cueillette, de la pêche. Les hommes ne sont pas paresseux, mais ils ne sont pas trop exercés au combat. Comme s'ils ne s'inquiétaient de rien, comme si dans leur village, voilà, ils ne s'inquiétaient pas, comme Tata Ngonde habitait là. Retenez bien son nom, je vais vous raconter tellement d'histoires fantastiques sur ce monsieur. Et monsieur Kakangonde a une femme. Je suis désolé, ça paraît long, il faut que je vous dise tout le tableau. Monsieur Kakangonde a une femme, elle s'appelle Gambou Wami. Donc, dans ce village de pêche et de cueillette, règne en maître Monsieur Kakangonde et sa femme Gambou Wami. Retenez leur nom. C'est comme ça que là-bas, c'est pas un tyran, hein? C'est pas un guerrier qui agresse les habitants. Bien au contraire, tout le monde vit paisiblement là-bas. Les gens prospèrent, c'est un peu tranquille. À la Koubou qui débarque avec sa rage, avec sa soif de sang, commence à agresser les gens dans le tas. Réclamant, agressant les hommes qui croisaient sur son chemin depuis les premières cases pour demander, appeler ici Monsieur Kakangonde. Kakangonde, l'homme doté de pouvoir mystérieux, n'ayant jamais subi aucune scarification. Parce que quand on te donnait le pouvoir là, quand on te le donne, on te blesse, on te met un genre de poudre, il y a des possessions démoniaques. Lui n'a jamais vécu ça. Son pouvoir est naturel. C'est Dieu qui lui a donné ça.
Et je sais que dans les ondes, là, il y a des gens qui m'écoutent, qui sont dotés de pouvoirs mystérieux, donnés par Dieu. Ils sont nés comme ça. Tu ne peux rien. Et c'est comme ça que chez lui, là-bas dans son village, personne n'utilisait les Chang, les pouvoirs qu'on donnait aux hommes. Personne ne faisait ça. Parce que Kakangonde habitait là. Un homme juste, terriblement fort, je vous le dis, ce monsieur. Un centenaire à présent. Donc il est là, il vit dans son village avec sa femme Gambo Ami. Koudou arrive là-bas, agresser les hommes, éventrer les gens, déchiqueter les enfants, les femmes, le village est en sang. Et Kakangonde en général et sa femme, ils vivent en retrait, loin de la ville. Et ce jour-là, un jour de la semaine, un jeudi, ils ont décidé de venir au port savourer le bon vin de Palme qui venait à peine d'être recueilli. Il est là avec sa femme en train de se détendre, le couple puissant, mais là effacé dans la foule, des gens humbles. Parce que Madame Gambo Ami est une femme aussi très forte, la femme de Kakangonde. Une femme terrible qui a régné sur le village, une femme qui a dominé tout le monde, qui frappait tout le monde, femme, homme. Quand tu es son petit-fils, tu pars chercher un problème, tu reviens en pleurant, elle te casse la gueule, elle te ramène chez les parents de celui qui t'a agressé. Elle dit que tu dois corriger le petit correctement. Et si quelqu'un tente, elle casse la gueule, homme ou femme. C'est comme ça que ça se passait dans ce village. Après, elle a rencontré le puissant Kakangonde. Elle est tombée amoureuse. Elle a décidé de devenir une femme douce. C'est une femme forte. Il fallait un monsieur fort pour la mater. L'amour fait des merveilles. C'est comme ça que Koudou a mis le village à feu et en sang. Voilà, le peuple a couru devant Kakangonde, comme ça que Kakangonde, c'est grave. Il y a le feu sur la montagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Koubou, le guerrier légendaire, qui sème la terreur autour de lui, qui a battu tous les villages. Il est arrivé chez toi te défier. Un jeune homme là, tout costaud, qui est toujours accompagné de M. Kakangonde, qui apprend de lui, musclé, fort. Le jeune homme s'est placé comme ça devant Kakangonde. Koudou arrive là-bas, en train de... Il vient comme ça pour shooter le jeune homme là. Puisqu'on m'a dit que Kakangonde, c'est le monsieur brun assis derrière. Vous savez, brun, la beauté des hommes miennaires. Les Gabonais connaissent. C'est comme ça que monsieur Koudou vient là-bas. Le guerrier Koudou vient là-bas attaquer le petit. Il a déjà lingué le petit par le cou, les griffes, il veut le mettre au sol, il le met au sol, il le terrasse. Il n'a rien compris. Retenez la partie du valeureux Kakangonde. Il n'a rien compris. Je vous dis que le temps a changé. Il était midi. Le temps a changé. Tout est venu comme s'il était 17h, bientôt 18h. Un vent fort. Boum! Kakangonde était déjà devant Koudou. Une claque phénoménale. Je vous le dis. La foudre a retenti, les éclairs. On vous dit que Koudou s'est retrouvé au sol. Il avait déféqué. Les excréments comme ça. Devant tout le monde, Koudou était au sol. Assis sur ses fesses, dans sa merde. Kakangonde vient sagement devant lui et lui dit, mon fils, qu'est-ce qui t'anime autant? Tu es fort. Mais tu n'as aucune idée de ce que l'on appelle la force. Tu peux détenir autant de pouvoir que tu veux, mais tu ne sais pas comment chacun est fait. Et tu viens comme ça agresser les gens sans aucune raison. Voilà le terminus de Koudou. C'était là Koudou a confirmé le code de mon Kakangonde qui c'est fort. C'est fort. Et ce monsieur fantastique est tranquillement. La foule abasourdie. Il venait de se passer quelque chose. La foudre a frappé un homme devant nous. Ils avaient entendu parler de Kakangonde, peut-être qu'ils l'ont vu à l'œuvre, mais pas comme ce jour-là. Ils ont compris que là, Dieu fait des choses extraordinaires. Cet homme ne connaît aucun marabout. Il a pris sa femme, ses lys et sa dame Jeanne de vin de Palme. Et il est reparti dans la forêt tranquillement avec sa femme. Koudou était là dans la merde. Honteusement essayé de se relever pour repartir dans son village.
Et voilà, chère famille, c'est une chose qui a existé, c'est un fait magnifique de l'Afrique. C'est ça, avec Ferrari, on va partir dans tellement de couloirs. Les histoires ne seront pas les mêmes, juste pour la DMG. Maintenant ici, le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est que l'Afrique n'est pas forcément, on va dire que ce sont nos rites, c'est forcément mauvais. Non, l'Afrique regorge de choses et d'êtres mystérieux qui sont là. Ne faisons pas de bruit. Donc, si tu as un don ou un talent, il ne faut pas d'abord tout diaboliser. Aller à la rencontre de soi-même. De quoi il s'agit? Pourquoi je fais les choses mieux que les autres? Merci, excellente soirée, chère famille. C'est l'Afrique qui gagne, toujours pour la DMG TV. Je m'appelle Ferrari. On se retrouve très bientôt. Excellente soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Oui, DMG. Et parlant de ma 2e histoire, ça concerne une proche, l'amie à ma grande sœur. Elle, je vais la nommer Stéphanie. Stéphanie, pour dire vrai d'abord, elle aimait vraiment les gars qui ont de l'argent. Si tu n'as pas, comme on dit souvent, l'odeur du carburant là, elle n'est pas avec toi. Elle aimait vraiment les messieurs qui ont de l'argent. Partir en boîte de nuit, on ouvre le champagne. En fait, c'était un peu le style de vie qu'elle aimait beaucoup. C'est comme ça qu'elle a fait la rencontre d'un gars Bouddha. Le gars avait une grande boutique. En fait, il avait des boutiques au marché. En si peu de relations, le gars l'a loué un appartement meublé. DMG, je t'assure, quand tu arrivais dans cette maison, parce que moi-même qui parle là, je suis arrivée là-bas, DMG. La maison est tellement belle, bien équipée, appartement meublé, et le gars gérait. Elle est sortie avec le gars plus d'1 an. Non, à peine 1 an. On peut dire même à 1 an net. Oui, je me souviens, c'était un truc d'1 an. Elle est sortie avec le gars. C'est comme ça, le gars lui dit un jour, Stéphanie, voilà, j'ai deuil au village, je veux que tu m'assistes. Bon, elle a trouvé ça normal. Si tu avais un gars hyper, parce qu'il avait dit qu'il a perdu son père, c'est normal que tu l'assistes. C'est comme ça. Le gars a voyagé, un truc comme mardi. Elle devait arriver au village, je crois, jeudi soir. Elle devait voyager jeudi. Elle arrivait jeudi soir, c'était vendredi, je me souviens plus trop quand même. Parce que cette histoire date de 3 ans. C'est comme ça. Elle a alors appelé une amie à elle. Une amie en commun avec ma grande soeur. Donc une autre de leurs copines. Elle a demandé à celle-là de l'accompagner. C'est comme ça qu'elles ont voyagé DMG. Elles sont arrivées à Bouddha. Le gars les a très bien accueillis, les a mis au bar, mettez-vous à l'aise et tout, j'arrive. C'est comme ça la fille demande à la maison du deuil. Je dis, non, ne te presse pas, il n'y a pas de souci, tu vas arriver. Elles sont assises. DMG, pendant qu'elles sont en train de boire, elle s'est rendue compte qu'il y avait un papa au fond. Le papa là la regardait beaucoup. Après, elle a fait signe au barman. Puisque le papa là buvait un petit Guinness, elle a fait signe au barman que va déposer 3 petits Guinness devant le papa là. Le barman est allé déposer. Le papa là a fait signe. Le barman a montré que c'est elle. Elle a aussi fait un signe du doigt pour dire au papa, c'est moi, il n'y a pas de souci, tu peux boire. Le geste là a marqué le papa. Après, le papa l'a fait signe que ma fille vient. C'est comme ça qu'elle s'est levée. Elle allait s'asseoir. Le papa lui demande que ma fille, le gars qui t'a amené ici, c'est qui à toi, ma fille? Elle dit, papa, c'est mon petit ami. Ma fille, ton petit ami, comment? Papa, je sors avec lui. C'est même déjà mon fiancé. On compte se marier. Le papa dit, ah bon, ma fille? Elle dit, oui.
Le papa dit, ma fille, tu connais les membres de sa famille? Elle dit, non papa, je suis venue comme ça au deuil. Ça c'est l'occasion pour moi de faire la connaissance de sa famille. Le papa lui dit que, ouais, ma fille, ce que je te dis là, je pouvais ne pas te dire. Mais j'ai vu que tu es quelqu'un de bien. Et si je te laisse quelque chose t'arrive, ça va beaucoup me déranger. Elle dit qu'elle a pris peur. Elle a demandé au papa, papa, il y a quoi? Le papa dit que le monsieur qui t'a amené dans ce village, c'est pas quelqu'un de bien. Ils sont un groupe de jeunes dans ce village qu'on les connaît déjà. Quand ils arrivent ici, ils ne peuvent même pas dire bonjour à une jeune fille ici, on accepte. Ils ont leur cercle que chacun vient de temps en temps. C'est tous les mois qu'ils sont ici. Chacun vient, tu es comme sa chèvre, parce que lui, il est venu pour te sacrifier. Comme ça tourne là, l'année prochaine, il faut qu'il vienne encore avec une autre fille. Donc comme tu es là, comme tu es venu là, tu ne vas plus rentrer sur Douala vivante. La fille a commencé à trembler. Le papa a dit, ma fille, n'aie pas peur. Si j'ai pris la peine de te dire, c'est parce que je vais t'aider. Si je ne voulais pas t'aider, je n'allais même pas te dire ça. Elle dit, papa, qu'est-ce que je vais alors faire? Le papa lui dit, le mois passé, ils étaient là. C'était son ami. Le mois surpassé, il était là, toujours un autre son ami. Ce mois, c'est lui. Et lui-même, l'année dernière, il était venu ici avec une jeune fille. Cette année, il vient avec toi. Chaque année, c'est comme ça, chacun vient avec une jeune fille chaque année. Donc, ils ont leur rythme là. Chaque année, quelqu'un va vendre quelqu'un. La fille dit, papa, qu'est-ce que je fais alors? Il dit à la fille que donne-moi ton numéro. Prends ma part, je vais te donner le compte rendu. Ce que tu vas faire maintenant, ma fille, fais tout, tu quittes ce village. Comme je finis de causer avec toi là, quitte de ce village, tu pars. Va à l'agence, tu prends la voiture, tu rentres, ne dors pas à Bouddha aujourd'hui. La fille a dit merci papa. Le père dit, si t'appelles, ne décroche pas. Elle dit d'accord papa. Elle n'a pas peur, rien ne va t'arriver, ne décroche pas. Parce que tu es sa chèvre, l'heure de la réunion va arriver, il va te prendre. Et c'est comme ça qu'on va te présenter et ça serait fini pour toi. La fille est venue seulement tirer sa copine, que lève-toi pas. Sa copine dit nos boissons, elle dit abandonne tout mon pas. C'est comme ça qu'elles sont parties à l'agence DMG. Elles arrivent à l'agence, on leur dit que non, il n'y a pas les passagers, le bus ne peut pas partir. Comme c'était une fille qui sortait avec un gars qui avait un peu, elle a payé toutes les places d'un bus pour qu'on déplace le bus, sa copine et LDMG. C'est comme ça que le gars a eu certaine heure, il a commencé à l'appeler. Il appelle, la fille ne décroche pas. Tellement le gars appelle, à un moment, elle éteint son téléphone. DMG, la fille dit qu'elle est arrivée à Douala comme ça là. Mais elle allume le téléphone comme ça là. Le père là l'appelle. Le père là lui dit seulement que, avant même qu'elle arrive à Douala, quand le gars appelait, elle ne décrochait pas, les numéros inconnus, elle ne décrochait pas, le père l'a appelé. Il avait le numéro du père là décroché. Le père là lui dit que celui que tu appelles ton fiancé, il est ici, il est devenu presque fou parce qu'il te fouille partout, il ne te voit pas. Le gars a cherché la fille comme ça, il n'a pas vu l'appel, elle ne décroche pas, il fait les messages où elle ne décroche pas. C'est comme ça que l'heure de la réunion, on demande sa chèvre, il n'avait pas. Et que comme tu n'as pas ta chèvre, ça veut dire que c'est toi-même. Et il se faisait tard pour lui de trouver une autre fille, c'était il y a trop tard. C'est comme ça que la fille est arrivée à Douala, elle est directement allée dans cette maison. Je crois qu'elle n'est même plus allée là-bas parce qu'elle a abandonné la maison. Elle a dit que non, elle ne peut plus vivre là-bas. Elle a abandonné, elle est partie. Le gars maintenant est resté au village le jour qu'il rentrait DMG. Il a fait l'accident en route, il est décédé. Et on a dit à la fille que c'est de cette même façon qu'elle-même devait mourir. Donc, après les présentations qu'elle devait rentrer sur Douala, elle devait faire l'accident en route, elle devait mourir. Le gars fait l'accident comme ça, là, il est seul à décéder DMG. Comme ça que la fille, là, non, elle a changé. La fille, là, aujourd'hui, DMG, si tu viens même à côté d'elle, que tu la dragues, que tu as un peu l'argent, parce qu'elle n'est pas encore mariée, elle ne gère plus les hommes fringués, les hommes qui ont l'argent. Ça a une fois changé sa vie. Après cette histoire, si elle vous dit qu'aujourd'hui, elle vend le pain chargé, vous n'allez pas me croire.
Elle a sa table là, elle vend le pain, haricots, spaghettis devant une école. Elle vend, c'est comme ça qu'elle se débrouille. Elle ne veut plus, elle, les problèmes dans sa vie. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut se méfier des personnes que nous fréquentons. Quand vous voyez quelqu'un pas vous louer un appartement meublé, on va entendre qu'on paye peut-être les 500 000 au mois. Vous pensez que lui, là, donc, tous les membres de sa famille sont riches au point où il n'y a plus personne qui peut aider dans sa famille jusqu'à ce qu'il vous aide à ce point. Non, nous les filles, parfois, réfléchissons un peu. Un jeune garçon, tu penses qu'il a travaillé quand pour avoir ce genre de richesse? Tu ne te contentes même pas de savoir d'où l'argent vient, tu manges seulement. Donc vraiment, faisons très attention. Donc ça, c'était ma petite histoire. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Coucou DMG, bonsoir DMG, bonsoir la famille, bonsoir toute la communauté, j'espère que ça va. De mon côté, ça va bien par la grâce de Dieu, ça va bien. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui m'a été racontée aujourd'hui. Vraiment, le monde qu'on vit maintenant, c'est vraiment quelque chose qui fait peur, vraiment. On doit remettre tout dans la main de Dieu pour pouvoir sortir de tous ces miracles. Aujourd'hui, ma copine, j'étais passée chez ma copine parce qu'elle ne se sent pas bien. Donc j'étais allée lui visiter et on était en train de causer des trucs comme ça pour la vie, pour mon problème. Donc elle me fait savoir que y a une histoire qui s'est passée. Je ne sais pas si je ne l'ai pas demandé, c'est avant-hier ou quand. Je l'ai juste demandé, c'est au Togo ici ou bien c'est... Non, c'est juste à Lomé ici ou bien c'est où? Mais elle m'a dit non, mais c'est pas à Lomé, c'est où? C'est à Lomé, je suis, non, c'est à Lomé ici. Il dit ok, il n'y a pas de problème parce que je veux venir raconter ça à DMG, là où je partage les histoires. Mais il faut savoir que il y a un garçon qui a eu son bac. Donc, il a eu son bac et il a eu chance d'avoir à aller faire son université avec le reste de l'école en Europe. Donc sa famille était décédée depuis longtemps. Elle était avec sa tante, elle vivait avec sa tante. Donc quand elle a eu cette chance-là, elle est partie dire à sa tante, parce que je ne sais pas si vraiment elle vit avec sa tante ou comment. Je ne sais pas s'il vit avec sa tante ou comment, je ne sais pas trop là. Donc, elle m'a fait savoir que le gars est parti dire à sa tante que ma tante, j'ai eu la chance d'aller fréquenter en Europe comme j'ai eu mon bac. Et puis la tante a dit, il n'y a pas de problème. Donc, le jeune homme s'est préparé pour pouvoir aller en Europe, tout ça, là. Donc, il a fait tous ses trajets, de fait tout comme ça. Donc, prenant l'avion pour pouvoir aller en Europe, le gars en question était dans l'avion. Et puis, il remarquait un de ses chaussures ne se retrouvait plus. Parce qu'il n'a pas trouvé un de ses chaussures. Alors qu'il avait porté les chaussures avant de monter dans l'avion. Donc, il ne trouve plus un de ses chaussures qu'il a portées. Il ne trouve plus. Mais vraiment, ça devient étonnant. Tellement que quand il est arrivé en Europe, ils étaient obligés de lui dire qu'il est fou. Oui, il est fou. On ne peut pas lui garder comme ça parce que personne n'a pas trouvé ses chaussures dans l'avion. C'est vraiment étonnant. Donc les Blancs ont dit que non, ça ne peut pas se tenir parce qu'il est déjà devenu fou. On l'a fait revenir. J'ai dit, elle n'a même pas descendu. J'ai dit, elle ne connaît même pas la ville, c'est juste l'aéroport.
Donc, elle a repris l'avion et revenir au pays. Quand le garçon est arrivé, donc il est parti chez sa tante. Donc, avant d'arriver à la maison de sa tante, pour lui faire savoir que ma tante, je suis revenue parce que telle chose s'est passée. Et puis quelque chose lui dit, regarde en haut, dans un arbre. Elle regarde et trouve son... le monde est difficile, DMG. Il trouve le pied de son... le chaussure qui est perdu dans l'avion. Il trouve ça là-bas. Les petites sandales qu'elle a portées, les tennis. Il trouve ça en bas, et dans l'arbre. Pardon. Il a trouvé ça dans l'arbre. Vraiment, le gars a crié. Il a donné juste un cri d'MG. Le gars est devenu fou jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui que je te parle, le gars est devenu fou. Et personne ne sait pas si c'est sa tante ou bien c'est qui. Vraiment. Donc vraiment, c'est une petite histoire pour faire savoir à la communauté et tout le monde qui écoute l'émission DMG TV. Il ne sait pas, l'histoire va se partager ou comment, mais de vraiment faire très, très, très attention à nos frères, nos soeurs, nos petites soeurs, tout le monde, à nos mamans, de faire savoir aux enfants quand tu réussis. Parce que dans le monde qu'on vit maintenant, personne n'aime pas la réussite de quelqu'un. Non, 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 non. Même ta propre mère ne peut pas aimer ta réussite. Non, même ton propre père. Donc vraiment, c'est d'être vigilant et vraiment très, très attention à prier pendant tout le temps. Vraiment, dans tout ce qu'on va faire, on doit confier ça à Dieu. Tu veux sortir Dieu là où je vais aller, vraiment. Si c'est quelque part que je vais arriver, je vais réussir dans ma vie. J'aurai longue vie, en bonne santé. Vraiment. Le prière là que j'ai dit, c'est petit prière, mais c'est vraiment la porte de tout. Tu veux sortir, tu pries Dieu. Là où je vais aller, guide-moi sur le bon chemin. L'endroit où je vais mettre mes pieds pour pour devenir quelqu'un de riche. Vraiment, Dieu, protège-moi. Vraiment, c'est toutes sortes de prières, ça. Simple. Quand j'ai appris cette histoire, vraiment, ça m'a rendu peur. Parce que j'ai vécu plusieurs histoires et j'ai écouté plusieurs histoires. Je remercie Dieu de ma part. Parce que Dieu est toujours là pour moi. Vraiment. Prions beaucoup. Prions beaucoup, 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 beaucoup. Ce jeune homme est devenu fou. Qui a déjà eu son bac. Qui n'a même pas réalisé sa vie. Qui n'a même pas, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, ça fait pitié. Pitié même. Donc, c'était ma petite histoire, ça. Bonne soirée. Je reviendrai pour une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV et bonjour à toute la communauté. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire basée sur les faits réels. Donc, sur ma propre vie, en fait. Donc, je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Donc, ce qui s'est passé, en fait, en MP. Donc, je vais vous les raconter aujourd'hui. En fait, moi, j'ai vécu quelque part. Je vais taire les noms. Parfois, je vais changer aussi des noms pour ma sécurité. Donc, moi, je suis née quelque part. J'ai vécu quelque part jusqu'à mes 7 ans. À mes 7 ans, j'ai décidé d'aller vivre avec mes grands-parents suite au divorce de mes parents. Donc, tout s'est passé bien, on vivait très bien, il y avait de l'ambiance, tout, c'était trop bien en fait. Mais après quelques temps, je vois que je commence d'abord. Donc, quand on grandit d'abord, on change un peu des fois, mais je vois que ma beauté, ça commence à partir vraiment. Et puis, je tombe malade souvent vraiment. Donc, je commence à tomber malade un peu en excès. Une fois, donc, je suis tombée vraiment malade jusqu'à je suis partie à l'hôpital la nuit. Comme les gens pleuraient, ma grand-mère a cru même que j'étais morte le jour-là. Mais j'étais encore en vie. On est resté comme ça avec ma maladie et donc j'ai parti, je faisais hôpital à la maison, mais j'ai resté plus à l'hôpital qu'à la maison.
Et ça a continué comme ça jusqu'à un moment donné, ça a un peu stoppé. Donc, ça a vraiment stoppé. Puis, mais je croyais que ça partait directement, mais c'était parti prendre en fait l'élan pour revenir. Donc, c'est parti jusqu'à quelques temps comme ça, c'est revenu brusquement. Donc, quand c'est revenu après, en plus des choses, c'est comment ça s'est passé dans la famille de Madame Tabita. Donc, des enfants de Madame Tabita mère, donc qui est mes cousins. Et puis, ça s'arrête pas là. La maman de la dame Tabita mère, son papa suit, ça suivi de son mari, de la maman de son mari, et puis de la petite sœur de sa maman en fait. Donc, ça a été comme ça. C'est vraiment une année qui nous a pris toute la joie, quoi. Donc, ça avait des problèmes famille. Celle-ci a tué celle-ci, un tel a tué ça, un tel a tué ça. Mais à la même année, je rate mon bac. Donc, je rate mon bac. C'était vraiment... Je ne sais pas quelle douleur ce qui était chez Madame Tabita, je ne sais pas. Et ça continue comme ça, en fait. Là, c'est quand l'histoire commence. Donc, quand je rate mon bac, l'année là qui commence, c'était en fait 2021, période de Covid, là, on est resté coincé. Jusqu'à on a eu les réflexes de faire un groupe de prière. Donc, on était seulement des petits enfants, je peux dire. On a fait des groupes de prière, on priait. Avant, d'abord, j'ai prié aussi, mais pas vraiment comme j'avais commencé à prier là. Donc, on priait. Une fois, les vacances, j'ai fait un petit voyage. Quand je reviens, et il y a ma cousine qui me dit comment tu arrives à dormir dans ta chambre seule? J'ai dit mais quoi? C'est ma chambre, comment je vais arriver à dormir seule? Il y a de nombreuses des personnes ici. Il y a des gens à la maison, comment j'aurais peur de dormir seule? Il y a des gens au couloir, il y a des gens à ma gauche, il y a des gens à ma droite. Comment j'aurais peur de dormir à toute seule? Je lui pose la question et pourquoi tu me demandes d'abord ça? Mais il me dit parce que depuis que tu es parti, donc il y a seulement une personne qui toquait la nuit dans ta chambre. Donc quand on dort, il y a une personne qui toquait. Quand on ouvre la porte, il n'y avait personne. C'est donc, depuis que j'étais partie, c'était comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais moi-même, quand je suis là, pourquoi ça ne se fait pas? Elle me dit, je ne sais pas, mais depuis que tu es parti, il y a une personne qui faisait quoi? Qui toquait seulement la porte. Donc, parce que moi, j'ai une phobie qui est les enfants. Donc, moi, j'aime trop les enfants. Moi, j'aime rester beaucoup avec les enfants. Donc, mais les enfants venaient trop chez moi. Je dormais même avec les enfants de mon quartier. Donc, les trucs comme ça. Et puis, j'ai trouvé ça un peu anormal que je ne suis pas là. Les enfants dorment la nuit. On toque dans ma porte. Et quand ils ouvrent la porte, il n'y a personne. Juste que je l'ai dit, si je ne suis pas là comme ça, la nuit, quand on toque, il ne faut pas accepter, il ne faut pas aussi ouvrir la porte. Ils ont accepté. Après une semaine de mon voyage, je dors la nuit. Une personne vraiment m'appelle. Donc, tu vois, avec les sommeils, j'accepte. J'accepte et je me réveille. Et là, je me rends compte que c'était les milliers de la nuit. Je ne sais pas qui m'avait appelé, mais une personne vraiment m'avait appelé. J'ai pris, donc je redors. Mais je ne me suis pas endormie facilement. Hein. C'était vraiment, j'avais vraiment peur, quoi. Un jour, donc on priait vraiment. Là, j'ai commencé à prier. J'ai eu même les dons des rêves et d'expliquer des rêves. J'ai eu des dons de voir, des visions. Donc, j'ai prié vraiment. Tu vois que je passe vraiment tout mon temps à la prière. Donc, un jour, je dors la nuit parce que j'avais une copine à moi, son père avait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, mais nous, tout en quartier, on savait que son père faisait dans la sorcellerie parce que c'est une personne qui, je peux dire, qui travaille, mais pas vraiment l'argent qu'il faisait, qui gaspillait les trucs qu'il achetait. Donc, ça peut coûter les travail là qu'il faisait, quoi. Donc, j'ai parti chez ma copine là, sa maman m'aimait beaucoup, son papa aussi. Donc, ils me prenaient comme leur fille, quoi.
j'ai parti là-bas, donc je peux passer toute ma journée là-bas. Chez nous, ils savent que je suis là-bas. Donc, ils connaissent un peu quoi, les quartiers en fait. Un jour, je dors. La nuit, j'ai fait un rêve. Donc, les rêves là, je dors. Il y a ma copine là qui est dehors, qui parle avec ma tante, qui vient demander à ma tante, Madame, bonjour, bonjour. Ma tante demande, tu viens comme ça en courant, je crois qu'il n'y a pas les problèmes. Elle dit, donc mon nom, elle cite mon nom, elle dit, elle est où? Là, ma tante répond, elle dort, elle est dans sa chambre, je crois. Et là, j'écoute, ça se passe vraiment dans mon rêve, quoi. Là, je sors directement, je me mets derrière la porte avant de sortir, il y a quelque chose qui m'interpelle. Là, elle dit à ma tante demande, c'est quoi le problème, je te vois agiter comme ça. Là, elle dit, on la cherchait. Donc, elle ne sait pas que mon père l'utilise. Là, elle commence à beaucoup prier. Mon père n'est plus bien, c'est pour cela qu'on la cherche. Là, quand j'écoute, je m'ensombre dans ma chambre, quoi. Là, ça se passe vraiment dans les rêves. Je m'ensombre, je dis, mais ce n'est pas possible. Comment il peut faire ça, moi? Donc, je reste dans ma chambre, j'écoute ce qu'ils disent, mais je n'ai pas la force de sortir. Je n'ai pas vraiment la force. Je me suis affaiblie, je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire. Donc, là, je sors directement, je cours. Je pars donc, en face de chez nous, il y avait un ami à moi qui habitait là aussi. Je pars et il faisait la lessive, il coulait sa lessive. Donc, j'ai fait quoi? Je lui parle. J'ai pleuré en fait. Je pleure, je lui parle, me dit, t'inquiète pas, ça va aller. J'ai dit, mais comment ça va aller? Tu vois pas la gravité des choses en fait. Jusqu'à ma mère, elle vient passer là, elle me dit, tu sais que je serai là, je serai toujours là pour toi, t'inquiète pas, et ça va passer. Ma mère me dit, attends-moi ici, je reviens. Ma mère, elle part, elle revient 3-4 minutes avec la Bible. Elle me dit, viens, on part. Donc on part, on descend en bas de notre avenue. C'est chez les gens que je connaissais très bien aussi. Donc je vois comme s'ils faisaient, je sais pas, la fête, il y avait de l'eau froide, il y avait la nourriture, les gens mangeaient. Donc tout un peu quoi la fête quoi. Donc j'ai fait quoi? J'ai resté là, les gens mangeaient, des gens buvaient, des gens dansaient. Moi je suis restée là, je suis seule dans mon coin. J'ai toujours peur, donc les trucs comme ça. Et là, un grand frère que je connaissais qui vient, qui me regarde, et il dit à ma maman, pourquoi elle ne mange pas sa maman? Mais sa maman répond, elle sait pourquoi elle est ici, elle n'a pas le droit de toucher à quelque chose. Ils finissent leur fête, et puis le grand frère là revient, il dit à ma maman, partez, mais avant que vous arriviez chez vous, quelque chose va se produire en route. Donc, moi, avec ma maman, on quitte là, en père. On quitte là, donc on a peur, on est effrayé, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je vais mourir, je vais partir, je vais disparaître. Donc, un truc comme ça, quoi. On part, donc on passe seulement une parcelle. Et il y avait le rue là, on devait passer seulement le rue là. Et là, j'ai eu les jours les plus durs de ma vie, je peux dire. En rêve seulement, tout ça s'est passé. En fait, c'est les rêves que j'avais fait. Donc, je vois un l'œuf qui sort devant moi et qui tombe. Quand l'œuf là tombe, le papa de mon ami là en personne sort. Le papa de mon ami là en personne, il sort dans l'œuf là. Là, ma maman, elle court. Ma maman, elle crie, au secours, aidez ma fille, aidez ma fille. Moi, je me dis, je suis une fille de prière. Je me dis, je dois me battre aujourd'hui. Là, c'est moi ou lui. Donc, j'écris, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Il attache ma main. J'écris, purifie-moi, Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur, n'abandonne pas ta fille, Seigneur. Souviens-toi même d'un bienfait que j'ai fait. Donc, j'ai pris là, dans ma bouche, ça sortait, c'est ma purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Et puis, quand il relâche ma main un peu, en fait, je cours. Il y a une grande sœur de notre quartier qui écoutait, donc elle me voit courir, elle dit, viens entrer ici, entre vite. Elle me dit, ferme la porte, ferme les cales d'en haut, Donc moi avec la père là, et le papa là, vient,
prends encore ma main. Donc, on commence à se battre, J'ai dit à ma bouche, c'est ma purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Donc, il relâche ma main, je ferme la porte, mais j'étais en peur, quoi. J'étais en peur, donc, quelques minutes s'est écoulées. Il y avait plus de bruit dehors. Et puis là, j'écoute les bruits. Je me dis, mais ça vient d'où les bruits? Là, en fait, je vois que ça venait dans ma valise où il y avait mes habits. Donc, ça venait dans ma valise, quoi. J'ai dit, mais dans ma valise, les bruits comme ça. Donc, je renverse les habits sur les lits. Je prends quelque chose comme des métals comme ça, comme un métal. Je regarde, je vois. Il y a un clou brûlé dans ma valise. Donc, un clou comme ça fait des bruits, comme on a brûlé ça dans ma valise. Donc, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça fait ici? Je prends ça, je jette ça au feu, quoi. Je jette la clou là au feu. Le clou là plutôt au feu. Quand je jette le clou au feu, et puis là, je vois comme s'il y a vraiment un calme total qui règne. Je me réveille, je faisais un rêve. J'ai pleuré. En fait, quand je me suis réveillée, première chose que j'ai dit, merci Seigneur pour la délivrance. Et puis, j'ai prié encore. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai raconté un peu l'histoire dans mon entourage, quoi. J'ai dit, regardez, je me suis endormie la nuit, ce qui s'est passé comme ça. Ils m'ont dit, il y a un ami qui m'a dit, tu sais, tu es chrétien, tu pries, donc Dieu ne va pas t'abandonner, mais je vais te dire une chose. J'ai dit, je t'écoute. Là, il me dit, tu vois, les rêves, ça s'est fait spirituellement et ça s'est fait aussi physiquement. Tu as fait un rêve spirituellement, tu as un don, tu expliques les rêves. Tu peux te mettre en prière, tu auras la réponse à ton rêve. Donc là, j'ai fait une semaine, j'ai jeûné, j'ai prié. Et un jour, je me dis, mais donc un esprit me vient comme ça en tête. Je me dis, mais le clou là, ça peut être aussi dans ma valise pour de vrai. Donc, je prends une journée, je renverse mes habits. Je fouille, je trouve rien. Je dis, j'abandonne. C'est que c'est même rêve, quoi, il n'y avait rien. Donc, deuxième jour, je dors, je me réveille, je dis, ce n'est pas possible, ça peut pas être seulement un rêve. Je refouille encore mes habits, je cherche, je renverse tous les habits. La même valise que j'avais fait premier jour, donc deuxième jour, je retrouve même clou dans ma valise, dans mes habits, brûlés comme j'avais vu au rêve. Là, je me dis, mais c'est que c'était vraiment la vérité. Et puis, j'ai fait sortir les clous, j'amène ça dehors. Il y avait quelques membres de ma famille qui étaient assises là. Je leur présente les clous parce qu'ils savaient les rêves. Ils étaient en fait au courant des rêves. Je leur présente les clous. Me dit, comme Dieu avait jeté ça au feu, les habits là, c'est ta vie, ça représente ta vie. Tu sors d'abord tous tes habits là, tu relaves ça encore, même tu n'as pas porté, tu laves ça, donc des trucs comme ça. Je jette les clous au feu, je fais sortir mes habits des mains, je lave. En fait, je commence à remarquer la distance entre mon ami là et moi. Même avec son père. Donc, son père, c'était un papa pour moi. Quand je lui vois en route, je dis bonjour papa. Il répond bonjour ma fille, tu vas bien? Tu as bien dormi? Tu sais qu'on est toujours là pour toi. Tu es comme notre troisième fille. Donc, n'hésite pas si tu as besoin de quelque chose. On sait que vivre avec ses grands-parents, c'est pas quelque chose de facilité. Donc, mais après les rêves là seulement, quand je vois les papas là, même quand je dis bonjour papa, il accepte, tu vois, genre à la tête. Il répond à la tête, il ne me demande pas comment tu vas, bonjour ma fille, il dit plus ça. Donc, je commence à voir ça un peu suspect. Je dis, mais c'est le même père que je connaissais, c'est le même père que je connais ou c'est notre père en fait. Là, je commence à me rendre compte que ça peut vraiment avoir un lien avec les rêves que j'avais fait, les songes là que j'avais fait. Et puis un jour, je reste et je me dis, mais donc c'est passé quoi? Je ne vais pas rester sur ça toute ma vie quoi. Un jour, j'avais cours au lycée, donc je pars au lycée. Quand je reviens, je vois ma cousine avec l'invitation. Elle me dit, écoute, c'est l'anniversaire de la fille du papa tel, donc le papa là, on nous a invités. On a dit, on va porter des pantalons bleus et des hauts blancs.
Donc, je me dis, ça va, on va partir. C'est une fille qu'on connaît, donc on connaissait, qu'on connaît aussi. Donc, on doit partir, il n'y a pas de problème. Donc, les matins, ça passe, on dort la nuit. Les matins aussi, ça part. Les matins, je pars au lycée, je reviens. Donc, à 17h, j'avais prière. Je pars à la prière. On priait vraiment quoi? On commençait à prier, mais moi, une fois que j'ai commencé à prier vraiment, tu vois, tu pries, tu entres à la profondeur de la prière. C'est comme des genres, je sais pas. Tu pries, tu tu commences à prier à une voix, je sais pas, basse. Tu commences à prier vraiment à mi-voix, quoi. Mais à un moment donné, tu vois comme si c'est quelque chose qui t'a poussé. Donc, la dimension de la prière, tu commences à prier en haute voix. Donc, ça, quand je suis arrivée aux dimensions là, j'ai prié, mais je retrouve mon corps dans ma chambre. Mon corps est dans ma chambre. J'ouvre ma valise. Donc mes yeux tombent directement sur l'invitation de la fille qui m'avait remis pour son anniversaire. Je revois ça, je dis, mais qu'est-ce que l'invitation ici fait ici? Je me dis, on nous a invités dans son anniversaire. Donc, quand j'ai fini, donc, avant d'abord, quand je partais chez eux, on me donnait les poissons, des trucs comme ça. Donc, quand je me réveille, je me rends compte en fait que j'ai prié, j'étais à la prière, j'étais pas à la maison. Donc, j'appelle notre berger. Quand tout le monde sont partis, je lui dis, regarde, j'ai fait encore un rêve. Pendant que j'ai prié maintenant, j'ai vu ça. Il m'a dit, Dieu te parle là. Là, Dieu vraiment te parle. Dieu veut te dire quelque chose. Dieu veut te faire savoir quelque chose. Je peux te dire seulement que donc l'invitation qu'on t'a donnée, c'est encore les pièges qu'on t'étend. Les pièges là, comme on t'a pas eu aux premières fois, cette fois-ci, à l'invitation ici qu'on t'a donnée, on ne va pas te rater. Donc là, on va te prendre directement. Ça m'a fait un peu peur, je peux dire, c'est vrai d'abord parce que je peux pas être en pleine prière et je me revois dans ma chambre vraiment. Seulement, il y avait plein de choses là, mes dossiers, mes trucs, mais comment mes yeux peuvent tomber seulement sur l'invitation là? Donc, j'ai fait quoi? Je quitte dessus quoi. Je rentre à la maison, je brûle l'invitation. Je brûle ça en fait, j'ai plus besoin de ça. Je me dis, je vais trouver une esquisse. Et ça tombe bien aussi. Le jour de son anniversaire, on avait cours au lycée jusqu'à 17h. Donc, quitter le lycée jusqu'à chez moi, j'ai dit, j'ai fait les pieds. Je n'arrive pas, je ne vais pas arriver avant 18h. Donc, j'ai fait les pieds chez moi. Je reviens jusqu'à j'arrive vers 18h50 comme ça, 18h, 19h, je peux dire. Donc, j'arrive chez moi, je prends le temps de faire mes devoirs, je prends tout. Moi et ma cousine, en fait, on ne part pas à la fête d'anniversaire là. Depuis là, je vous dis, depuis le jour de l'anniversaire là, les papas ne me parlaient plus vraiment, ne m'adressaient plus vraiment la parole. Quand ils me voyaient, ils voyaient comme s'il a vu une sorcière. Ils me voyaient vraiment, je ne sais plus comment. Et puis la fille aussi, sa fille aussi depuis là, donc... sa fille faisait quoi? Sa fille ne me parlait plus vraiment. Donc, elle me passait quoi? Elle me voit vraiment comme si elle ne me connaissait pas, mais nous qui étions des meilleurs amis. Comme si elle ne me connaissait pas en fait. Comme si on était des étrangers. Donc, les gens nouveaux au quartier qui ne se connaissent pas. Donc, j'ai dit parfois, Dieu m'a préservé de quelque chose. Depuis là, je peux vous dire que je ne faisais pas vraiment... Je restais pas si longtemps sans être malade, sans partir à l'hôpital, sans quoi. Donc, après l'année de là, donc, on m'opère, on me fait l'opération qui était vraiment, on ne comprenait pas d'où ça venait la maladie là parce que ça s'est jamais manifesté quoi. Ça me fait tomber brusquement seulement comme ça. Quand on part avec moi à l'hôpital et on me dit là, le docteur me regarde, me dit mais comment elle a survécu la fille ici? Si elle dormait encore aujourd'hui, elle allait être un cadavre. Donc, on me dit, on ne peut pas l'opérer. Voilà, étant de la fièvre qu'elle a, il faut qu'on la perfuse. On me perfuse les kinini, je vous dis, avec la force que les kinini a, je suis restée assise jusqu'on a fini. Donc, même le docteur n'a pas compris l'esprit là. Et puis, on finit et on m'opère. Un mois après, j'ai dit, je voyage, j'ai fait un voyage. Et là, vraiment, j'ai dit le jour que j'allais mourir, quoi. Donc, je prends le bus. J'arrive en route comme ça, pouf.
J'ai fait l'accident encore quoi. Donc l'accident là, ça allait nous coûter vraiment la mort. Et puis, mais Dieu merci, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et la personne qui a provoqué cet accident a failli que nous on meure, mais Dieu l'a confondu. Dieu l'a confondu en fait. Lui-même, il a fait quoi? Il s'est coupé les jambes, donc il voulait se sauver quoi? Il voulait lui se faire sauver, puisque nous, quand les bis feront des chutes, nous on va mourir. Mais dès qu'il a sauté comme ça, il s'est coupé les pieds et les bis s'est arrêté directement. Donc, et puis on a été secourir, on nous a pris en charge des blessés, donc des trucs comme ça. Et puis depuis là, je vois que tout a changé dans ma vie. Je suis plus à l'hôpital quoi, je suis libre maintenant. Des fois, mais il y a des fièvres, des petites fièvres comme chez tout le monde quoi. Mais partir à l'hôpital, rester à l'hôpital pendant 1, 2, 3 mois, ça ne me fait plus. Donc des histoires mystiques là toquer à la porte aussi, ça ne se reproduit plus jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai quitté aussi les pays. Je me suis reconstruit en fait par rapport à tout ça. En fait, c'est pour nous dire que la prière fait quoi? La prière bloque tout. Il y a des moments que nous-mêmes nous ne savons pas. Nous sommes confrontés à quoi la nuit? On a des pires moments la nuit, des batailles visibles que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire face. Donc, il y a une personne qui veille sur nous. Il y a cette personne-là qui veille pour nous la nuit, les soirs, la journée, les matins. Il y a cette personne-là qui veille sur nous. Donc, je peux me dire, croyez en Dieu, faites confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu, donnez nos vies en Dieu, il va nous sauver. Donc, c'était ça en fait mon histoire. Si ça arrivait aux autres aussi qui sont passés par là, courage à vous. S'il y a des autres qui passent aussi par là, courage à vous. Donnez seulement votre vie en Dieu, croyez en Dieu, mettez-vous en vie de prière et vous allez voir que Dieu n'abandonne pas, il va agir même au dernier moment. Même aux dernières secondes, Dieu va agir. C'était ça en fait mon histoire. Merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la team DMG. Likez, partagez, commentez. Moi, c'est la bébé du Gabon. Je reviens avec une nouvelle histoire. C'est l'histoire de mon oncle maternel. Tout le temps, mon oncle se plaignait que son père ne lui a rien laissé. Un jour, sa grande sœur lui a mis assis, elle lui a dit « Mais toi, que veux-tu? Tout ce qu'on a comme héritage que papa a laissé, les portions de terre, la maison, c'est pour nous. Que veux-tu de plus ?» Et là où il a dit à sa grande sœur « En tout cas, moi, c'est pas ce genre d'héritage que je veux. Je sais de quoi je parle. » En tout cas, elle a dit en tout cas, ça n'engage que toi. Tu as ton salaire, tu as tout ça là. Tu peux déjà construire tes maisons et tu les mets en location, c'est pour toi. Personne ne viendra te réclamer quoi que ce soit. Et un jour, ils ont fait un complot avec son ami qui lui disait souvent que son père lui a laissé les reliques de la famille. Il a dit à son ami, comme toi tu connais faire ces choses-là, moi aussi, tu vas m'aider à faire ça. Dans la nuit, ils sont allés au cimetière. Il a dit à son ami que je connais où mon père est enterré. Ils sont partis au cimetière dans la nuit, tardivement dans la nuit. Ils ont creusé la tombe de quelqu'un et ils ont pris le crâne de ce dernier. Ils ont mis dans le sac. Ils ont ramené à la maison. Et son ami a dit, bon, moi je vais te laisser, je vais aller à la maison. Demain, on fera plus. Je vais te montrer comment ça se passe. Tardivement dans la nuit, mon oncle a mis le crâne dans le sac. Le sac qu'ils ont ramené du cimetière, il a posé le crâne sur la table. Je vous jure, DMG, le crâne s'est mis à parler dans le sac. C'est une histoire réelle, c'est pas une histoire inventée. Parce que quand nous montons raconter des histoires, les gens croient que ce sont des trucs inventés, des histoires imaginées. Je vous jure, la famille,
le crâne s'est mis à parler. Parce que moi, je suis originaire du nord du Gabon. Le crâne a commencé à dire, je ne suis pas fan, je ne suis pas fan, je ne suis pas fan. Rendez-moi ma dernière demeure. Il a commencé à citer le nom de son ethnie. Lui, il revient du sud du Gabon. Il est originaire du sud du Gabon, le crâne en question. Il a commencé à parler. Et mon oncle s'est mis à crier dans la chambre. Crier, crier, crier. C'était aux environs de 3 heures. Crier. Parce qu'ils ont fait ces choses à minuit. Il a commencé à crier. Les gens sont sortis. On a ouvert la porte. Je vous jure, DMG, le crâne parlait. Et c'est comme ça que mon oncle est devenu fou. Et on l'a amené chez un tradipraticien Nganga, chez nous appelé Nganga. Et là-bas, le tradipraticien lui a dit de parler, on va le soigner. Et c'est comme ça qu'il a relaté les faits. Il a dit tous ses amis ont des reliques de la famille, les crânes que les papas ont laissés ou les grands-pères ont laissés. Mais lui, il n'en a pas. C'est là où ses oncles lui ont posé les questions que nous lui ont dit, mais quand tu as un problème comme ça, retourne-toi auprès de tes aînés, retourne-toi auprès de tes pères, nous sommes tes papas. Nous, dans notre famille, on ne connaît pas ça. Nous sommes plus religieux dans notre famille. Il n'y a pas ce genre de choses, n'existe pas dans nos familles. Bien sûr, il y a d'autres familles qui font ça, mais nous, chez nous, il n'y a pas ça. Quand tu vas aller déterrer le crâne de truie, tu amènes. Est-ce que tu connais les conséquences? Et aujourd'hui, voilà où ça nous amène. C'est là où le tradipraticien a dit, il faut chercher les prêtres, prier et puis aller enterrer, remettre la chose où ils ont enlevé. Et c'est comme ça qu'on a appelé son ami qui connaissait où ils ont fait ça. Les prêtres sont allés, on a prié, on a réenterré le crâne. Et aujourd'hui, mon oncle, il est guéri, bon, pas totalement, parce qu'il a perdu vraiment la tête. Il est comme ça, mais il est guéri, il n'est plus comme avant. Ça va mieux pour lui. La morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, les gens aiment trop envier les autres. Tu ne sais pas comment l'autre est, mais tu veux aussi être pareil. Vous n'êtes pas né, chacun est né de sa manière. Chacun a son étoile dans la vie. Et chaque famille a sa façon de procéder. Toutes les familles ne sont pas pareilles. C'est ça ma leçon de l'histoire, ma morale de l'histoire. Arrêtez d'envier les autres. Eux, ils ont des reliques de la famille, mais nous, on n'en a pas. Nous croyons plus à Dieu. Je ne dis pas que ceux qui ont des reliques ne croient pas à Dieu, non. Je ne sais pas, ils croient à Dieu de leur manière. Mais moi, je ne peux pas me fier aux reliques. Dire que c'est les reliques qui vont tout me donner dans ma vie, non. Mais moi, c'est plus Dieu dans ma vie. J'ai pris plus pour Dieu qu'aux reliques. C'est ça mon histoire. Merci, likez, partagez, commentez. Merci DMG pour ce concept. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire. Merci pour tous ceux qui envoient les histoires. Merci pour tous ceux qui participent. Et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà. Ciao, ciao.